Avant que vous ne bougiez, moi je tiens vraiment à saluer publiquement toute votre action en tant que directrice de l'énergie. Il y a vraiment eu un avant et un après Virginie, je dirais. Et ceux qui s'en souviennent, parce que ça fait quand même déjà un petit nombre d'années, vous nous avez fait quitter ce que j'appellerais moi le marasme post-moratoire que connaissait la profession. Vous avez vraiment permis à ce que la filière soit reconnue. On lui a donné de la visibilité et puis vous lui avez donné une place de plus en plus importante. Et c'est vrai que la dernière PPE est un exemple parfait de cette croissance qu'on a eue, et c'est certainement grâce à votre action. Je crois qu'on en est tous très sensibles. Vous avez parlé de la qualité, effectivement, de notre travail ensemble, de la collaboration, que ce soit avec vous et avec tous vos collaborateurs. Là encore, il y a eu un avant et un après, et j'espère que maintenant, c'est quelque chose qui est bien marqué dans le marbre. Dans tous les cas, on vous souhaite beaucoup de choses pour votre nouveau poste, qui est vraiment un enjeu passionnant. On ne sera pas tout à fait loin, parce que la météo nous concerne de manière très directe, et je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire en la matière. Et j'aimerais simplement vous remercier publiquement et en demandant à ce qu'on puisse vous applaudir, parce que vraiment, c'est formidable ce que vous avez fait. Alors, quand on parlait du vrai travail et l'excellente collaboration qu'on avait avec la DGEC, dans les faits, c'est que tout ce que vient de dire Virginie, finalement, elle m'a dit une grande partie de ce que je voulais vous dire, donc ça va effectivement raccourcir pas mal mon introduction. Si on peut juste mettre... Voilà. Bon, c'est cette courbe, c'est sympa de la mettre. Pour une fois, il y a une courbe qui monte. En 4 ans, il s'est quand même passé quelque chose. Ce qu'on disait tout à l'heure, et vraiment que je partage à 100%, c'est bien, mais c'est très loin du compte par rapport à ce que ça devrait être. Tout ce qu'on voit là, je pense que tout le monde en a bien conscience, c'est en volume, c'est 75%. Je ne sais pas ce que c'est celle-là d'ailleurs. De toute façon, c'est la courbe qui est importante. Le volume qui est fait en raccordement, c'est fait à plus de 75% par le résidentiel. Quand on parle en nombre d'installations, on passe à 98% en résidentiel. Ça veut dire que le marché actuel, c'est un marché avant tout dominé par le résidentiel, avec un petit développement qui a tendance un peu à s'accélérer sur les installations plus importantes, mais c'est l'autoconsommation individuelle. Donc on parle bien de ça actuellement, et ça va être important pour ce qu'on va dire pendant toute cette université. Le constat qu'elle a fait est tout à fait vrai. Il y a eu même des vraies avancées, notamment cette dernière année sur l'autoconsommation par rapport à ce que nous demandions. Ça a commencé avec ce groupe de travail autoconsommation qui a été fait à notre demande par Sébastien Lecornu. Je dirais que c'est un des groupes de travail qui a le plus abouti à des résultats concrets, parce qu'il y a beaucoup d'autres endroits où malheureusement il n'y a pas eu grand-chose qui en est sorti. Mais là, et tout à l'heure Virginie nous a fait la liste, c'est vrai, on a avancé de manière tout à fait concrète dans le secteur de l'autoconsommation. Et ça, c'est vraiment un actif de la DGEC, parce qu'il faut, tout le monde le sait, il y avait vraiment des vents contraires, que ce soit de l'autorité de la régulation, mais que ça soit aussi très classiquement nos amis de Bercy, et qui toujours voyaient ça d'un mauvais œil. Mine de rien, la circulaire et la confirmation par les douanes du tiers investisseur, c'était loin d'être évident d'obtenir ça. Donc de ce côté-là, on va dire que c'est un vrai progrès. Ce qui n'empêche qu'on n'est pas du tout au niveau où on est, et que moi je dirais que l'autoconsommation, globalement, elle a besoin d'être boostée. Alors pour la booster, il y a d'abord un certain nombre de freins qu'il faut encore lever. Je pense qu'elle, mine de rien, a touché le frein principal à mes yeux actuellement, parce que c'est pas
clairement un frein. On n'a pas de frein d'argent dedans, parce que ce n'est pas un frein économique en tant que tel qui empêche ça, mais il y a un frein de confiance qui manque dans ce secteur-là. La confiance à deux niveaux. La confiance au niveau du particulier, de l'individu. Quand vous prenez dans le résidentiel, c'est sûr qu'on paye encore les séquelles de un certain nombre d'échos, on va appeler ça des éco-délinquants, parce que c'est un mot, mais qui ont fait beaucoup de tort indirectement à cette profession et à la confiance qu'on pouvait avoir avec nous. On n'a jamais retrouvé le niveau, globalement, pour le résidentiel, de ce qui était avant le moratoire, mais de très très loin. Donc on est complètement plat, et ça, il y a un problème de confiance sur lequel on travaille. Et on travaille beaucoup avec Qualité ENR et tout le label QualiPV et ainsi de suite. Mais malheureusement, ça ne semble pas suffisant. L'autoconsommation permet toujours à certains de faire des opérations 100% autoconsommation à la base de n'importe quoi, et sans, à la limite, qu'on le voit, mais qui font toujours du tort à la profession. Et je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait une vraie communication vis-à-vis des gens, d'expliquer, de faire attention effectivement au label et ainsi de suite, de travailler encore avec les banquiers et tous ceux qui sont derrière ça pour essayer de bloquer ces éco-délinquants, parce que tant qu'on aura ça, je pense que c'est un vrai frein à la croissance dans le secteur. Le deuxième point, et là, je dirais l'administration dans son ensemble y a participé, c'est créer une certaine désaffection de nous tous, des professionnels, notamment pour les plus grandes installations. On a eu l'impression d'être un peu baladés entre des appels d'offres qui ont été complètement cassés, reportés, avec des déclarations intempestives de l'ACRE, avec un certain nombre, même quand on voit dans la PPE, l'autoconsommation était vraiment le parent pauvre de la PPE, parce qu'on parlait, si j'ai bonne mémoire, de quelques, je ne sais plus si c'est 100 mégas, enfin quelque chose qu'on a déjà quasiment dépassé, donc qui n'avait pas beaucoup d'intérêt, mais qui montrait simplement que ce n'était pas considéré et qu'on ne donnait pas le signal, les gars, on y va sur l'autoconsommation. Vous ajoutez ça avec un modèle économique qui n'est pas facile à trouver, avec les incertitudes qu'il y avait au niveau du fisc, vous avez effectivement une profession qui regarde ça encore avec une certaine distance, et ce qui fait qu'on ne remplit pas les appels d'offres et qu'on est tous un peu dans l'expectative. Bon, je pense que progressivement, c'est à ce niveau-là, avec tout ce qui a été annoncé, on doit être capable de s'améliorer. Les autres aspects qui sont des freins importants, je dirais, pour le développement, il y en a un qui est peut-être mal connu, mais qui est un problème d'assurance qu'on trouve notamment pour les petits installateurs, pour des entreprises même qui n'ont pas une taille suffisante pour trouver la décennale, et qui actuellement en ont un peu marre, et donc ne se propagent pas effectivement l'autoconsommation. Enerplan, il travaille beaucoup, mais c'est un domaine qui est difficile, parce qu'il y a eu effectivement, à cause des éco-délinquants et un certain nombre de choses, il y a eu des loupés et un historique qui est là, et qu'il faut passer au-dessus de ça. Bon, on va y arriver, j'ai confiance, mais c'est long, et ça explique aussi le frein qu'on puisse trouver là. Le troisième aspect qu'on a, dont l'administration ne reconnaît ça jamais assez, c'est le problème de la bureaucratie et de demande de papier. Je crois qu'actuellement, dans le résidentiel, vous avez envie de faire de l'autoconsommation et que vous avez à la vente du surplus, qui est quand même le cas le plus général, vous êtes encore dans un processus très lourd avec Enedis, et tout ce qui est lourd, etc., décourage les uns et les autres, et c'est un frein certainement à ce que ça puisse se propager plus rapidement. Et ça, je crois qu'il faut qu'on y travaille. L'Europe, d'ailleurs, a dû faire apparaître des préconisations, des recommandations, et la France, pour l'instant, ne les suit pas. Ça devrait être simplement du déclaratif. Donc je dirais que plus globalement, si on veut booster, finalement, l'élément clé, c'est, on n'a pas les domaines techniques, mais c'est aussi un petit peu la communication et la vulgarisation de l'autoconsommation. On a un peu parlé un peu comme un gadget. Maintenant, il faut rentrer dans le détail, de montrer que ça existe, de parler des expériences, de le faire savoir. Donc c'est le rôle de cette université. C'est le rôle qu'on va retrouver à nous de communiquer. Il y a des questions qu'on pourra se poser avec un certain nombre de
pour la profession, et j'espère accompagné par un certain nombre, que ce soit par l'ADEME ou par le ministère, de faire peut-être une grande communication nationale sur ce qu'est l'autoconsommation, parce que je crois que c'est complètement dans l'air du temps. On a tous le sentiment que finalement, il y a une demande qui est là, et que de l'autre côté, c'est aussi un peu à nous, à l'offre, d'être dynamique, de la satisfaire et de se développer ça complètement. Moi, j'aurais, pour terminer, une vision un peu de ce qu'on est actuellement. On est un peu, parce que c'est ce qu'on va voir là, dans l'autoconsommation du futur. Je crois qu'il faut qu'on arrive à faire rêver. Et ça, c'est aussi le rôle de l'université, rêver à la fois des expériences qui puissent exister dans le collectif, rêver avec un domaine où on sait que ça accroche bien en France, qui est le véhicule électrique, et donc voir quelle est la convergence entre l'autoconsommation et le stockage à travers le véhicule électrique. Donc c'est un point sur lequel c'est important. Et je crois que c'est vraiment, là, je compte sur nous tous pour animer ça et en faire quelque chose de vivant et qui puisse montrer des courbes qui soient différemment. Je pense qu'il est vraiment temps, pour reprendre une expression de véhicule, qu'on passe finalement la deuxième vitesse. On a bien accéléré en première. Bon, maintenant, il est temps de passer la deuxième vitesse et de prendre l'envol de ce qu'on doit avoir. Vous avez vu qu'on a beaucoup à rattraper pour faire ça. Je rappelle aux uns aux autres, et surtout, c'est dommage que Eugénie ne soit pas là, mais le fait de prendre du retard dans l'autoconsommation, on pourrait dire, après tout, c'est pas grave, on va le retrouver dans le temps. Oui, mais on prend du retard, on manque des opportunités importantes de création d'emplois, parce que l'autoconsommation, notamment dans le résidentiel, c'est beaucoup d'emplois qui sont à la clé, mais c'est aussi des tas de domaines qui sont liés à l'autoconsommation. Je pense dans le soft, je pense à la domotique, je pense même au stockage, toute la digitalisation sur lequel on ne travaille pas ou pas assez. Et là où des pays où il y a des marchés où il y a 500 000 ou 1 million d'installations là-dedans, il y a des entreprises qui sont en train de se créer, qui vont être très dynamiques, etc., et qui vont avoir de l'avance sur nous. Donc on ne peut pas accepter ça. Et c'est pour ça que quand je dis qu'il faut booster, qu'il faut qu'on soit énergique là-dessus, c'est justement parce qu'on a du retard et qu'il faut le rattraper. Moi, mon souhait, et c'est un peu un chiffre, j'aimerais qu'on le garde en tête, on est là actuellement à 200 mégawatts, j'aimerais qu'on dépasse le gigawatt d'autoconsommation avant 2022. Voilà ce que je voulais vous dire, et je laisse maintenant la parole à Nathalie pour animer les tables rondes. Merci de votre attention.